Bonjour à tous et bienvenue au Social Show propulsé par Isata, le rendez-vous des pros du numérique et des médias sociaux où à chaque épisode, un créateur de contenu nous transporte dans ses coulisses pour nous dévoiler tous ses secrets en lien avec la création de contenu de manière stratégique et récurrente. Mon nom est Francis Jeté, j'anime le podcast et je te souhaite bon show! Aujourd'hui, au podcast, on va jaser avec Marion Carnero de My Name is Bond, cofondatrice de cette agence d'automatisation et de lead generation. Elle anime également un podcast et elle crée du contenu pour multiples plateformes. Marion, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, merci Francis, et toi? Comme je le disais, tu es cofondatrice de l'agence My Name is Bond, une agence comme vraiment spécialisé en automatisation et lead generation. Le branding il est vraiment écœurant. J'adore le branding que vous avez créé. Est-ce que tu peux nous parler un peu comment tu es arrivé à lancer cette agence-là? Il y a 3 ans environ, je pense. Ouais, c'est ça, bah bientôt 4 ans. Bah écoute, tout simplement, moi j'ai un parcours très marketing, communication, j'ai fait mes études dedans, etc. Et j'ai bossé pour pas mal de personnes et en fait à un moment donné j'en avais marre de bosser pour les autres et je me sentais assez limitée et j'avais pas du tout envie d'être limitée et en plus j'avais envie de voyager en même temps donc bref le mode de fonctionnement dans lequel j'étais me convenait pas et en fait j'ai tout simplement appelé un de mes meilleurs amis qui s'appelle Maxime Blondel qui est quelqu'un qui avait déjà un pied dans l'entrepreneuriat. Et je lui ai dit, écoute Maxime, ça y est, littéralement je commence à me faire chier dans mon boulot, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de me lancer moi aussi, est-ce qu'on peut discuter? Et du coup, on a échangé, on a un peu brainstormé sur quelle idée on pouvait mettre en application. Alors, si tu veux la version courte, on a créé My Name is Bond. La version longue, c'est que avant My Name is Bond, on voulait lancer autre chose, qui était plus une activité en lien avec des cours de pâtisserie, etc. Parce qu'il faut savoir que j'adore pâtisser. Et du coup, je voulais en faire un peu mon activité, tout en gardant un pied dans les réseaux sociaux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le confinement, donc le Covid qui est arrivé en 2020. Donc, on s'est tous retrouvés confinés. Donc, c'était un peu compliqué de proposer des expériences où tu apprends aux gens à cuisiner, etc. Et puis après, avec un peu de recul, je me suis dit, mais toi qui as envie de légèreté, toi qui as envie de voyager, etc., est-ce que vraiment partir dans ce type d'activité, c'est quelque chose qui va te correspondre? Et en fait, la réponse, c'était que non. Donc, on est parti sur autre chose. Et c'est vrai qu'on a tout de suite eu l'idée de My Name is Bond pour une raison très simple. C'est qu'en fait, ce que nous, on propose au sein de My Name is Bond, c'est quelque chose que moi, je fais depuis des années, mais que je fais à la main. Et en fait, il y a eu un essor au niveau de tout ce qui était automatisation, robotisation, etc. Et du coup, en se penchant un peu sur le sujet, on s'est dit, bah, si on arrive à automatiser ces actions, en fait, on a tout gagné. C'est sûr qu'on répond à un problème qui est présent, puisque moi-même, j'avais ce problème finalement. Donc, je te dis faire des actions. En fait, concrètement, l'idée, c'est quoi? C'est de dire qu'aujourd'hui, sur les réseaux, tu as plusieurs manières de te faire connaître. La première, ça va être via ton contenu, donc de manière purement organique. Tu as du contenu qui plaît aux gens qui le voient, qui plaît à l'algorithme, etc. Donc, forcément, ton contenu va être davantage mis en avant. Ensuite, tu as l'aspect publicitaire. Mais là, du coup, tu dépends d'une régie publicitaire. Donc, si tu es sur Instagram, bah, tu dépends de Meta. Et tu as un troisième point qui est super intéressant et que beaucoup de personnes oublient en réalité, c'est la partie interaction. C'est-à-dire que si toi, avec ton compte, tu vas créer de l'interaction, tu vas interagir avec d'autres personnes, d'autres créateurs de contenu, enfin bref, d'autres contenus sur les plateformes, tu te donnes naturellement de la visibilité. Et nous, on focalise sur ce dernier aspect et on vient automatiser justement de l'interaction pour te donner de la visibilité qui va être qualifiée. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu l'idée. On s'est associé avec un autre de nos copains qui, pour le coup, lui, a une casquette très... bah, euh, ouais, CTO, quoi. Donc, c'est lui qui gère la production, c'est lui qui est un fan des automatisations. Moi, je suis plutôt fan du marketing et de la communication. Donc, au final, on avait 3 profils hyper complémentaires. Et ouais, c'est comme ça qu'on a lancé My Name is Bond et on s'est lancé. Très cool, très cool. Et tu le dis, c'est toi qui es un peu plus axé marketing, communication. Et ça se voit parce que c'est toi qui es vraiment le visage présentement de l'agence là, sur les différentes plateformes. Donc, tu es active entre autres sur LinkedIn, Instagram, sur YouTube, sur TikTok. Et vous avez aussi un infolettre. Donc, quand même très active en termes de création de contenu.
J'aimerais ça que tu nous dises concrètement là, pour alimenter toutes ces plateformes-là, ça prend quand même beaucoup de temps, mais tu réussis à le faire malgré le fait que vous n'avez pas d'employés et que vous êtes une micro-agence là, à deux, trois personnes. Donc, peux-tu me parler un peu de combien de temps tu investis justement dans ta création de contenu par semaine? Ça ressemble à quoi ton horaire pour alimenter toutes ces plateformes-là? Bah, en fait, c'est vrai qu'au début, on créait pas trop de contenu. Au tout début, notre objectif principal, c'était vraiment trouver des clients. Donc, je gérais toute l'acquisition. Je prenais mon LinkedIn, j'automatisais mon LinkedIn pour contacter un maximum de personnes et leur dire coucou, on a une solution incroyable à vous présenter. My name is Bond, des agents secrets qui bossent pour vous. Ça vous dit un petit call? Et en fait, on avait un branding qui était, enfin, on a un branding qui est tellement fort que même si on avait un message de prospection qui était, on n'avait pas des messages de prospection qui étaient, c'était pas banal, mais on jouait avec ce branding, de dire bah voilà, moi je suis une agence secrète, si vous voulez je peux lors d'un rendez-vous secret je peux vous expliquer quelle stratégie on peut mettre en place, etc. Bref, du coup on a beaucoup joué là-dessus. Donc c'est vrai que pendant je pense à peu près un an et demi, on a très peu communiqué, d'autant plus que moi à ce moment-là j'étais pas 100% sur My Name is Bond, j'avais un autre boulot à côté, donc voilà, j'avais un peu le cul entre deux chaises comme on dit. Et puis finalement avec le temps, bah, forcément je me suis focalisée sur My Name is Bond et puis je me suis dit bon, tu es la première à dire à tes clients oui on fait de l'acquisition pour vous, mais il faut que il faut créer du contenu et entre guillemets le plus possible. Bon bien sûr il faut que ça reste qualitatif, mais je suis la première à conseiller mes clients à faire ça, alors pourquoi je le fais pas moi? Et un jour, je me suis dit, bon, nouvelle année, nouvelle résolution, on va se lancer un petit défi, un petit challenge. Et à partir de là, je me suis dit, OK, tous les jours, je vais poster sur LinkedIn. Et depuis, j'ai jamais abandonné. Donc au début, c'était compliqué. J'avais pas de vraie stratégie. Comment je me suis organisée? Je pense que tu, tu serais un peu choqué de mon organisation qui est sur Notion, mais qui est très mal organisée. C'est un peu, en fait, j'ai une boîte à idées, tout simplement, où je note vraiment toutes mes idées et ça, peu importe le moment. Euh, voilà, la dernière fois, avant de me coucher, j'ai eu une idée, j'ai ouvert mon Notion, j'ai noté l'idée rapidement. Et du coup, ça me fait une liste d'idées de posts. Et après, bah, en fait, ça dépend. Avant, j'étais un petit peu plus organisée et je prévoyais du coup les posts. C'est-à-dire que je prenais mon idée et je la calais sur bah, en fait, mon calendrier éditorial. Sachant que en amont, au début, pour me lancer, c'est vrai que dans la création de contenu, il faut quand même définir sa stratégie, définir ses sujets, sinon tu pars très facilement dans tous les sens et les gens ont du mal à te suivre. Donc, j'ai défini ma ligne éditoriale, j'ai décidé des différents sujets dont je voulais parler. Donc à l'époque, c'était parler forcément de My Name is Bond et donc de l'acquisition qu'on pouvait avoir sur les réseaux sociaux, de parler de ma position de femme dans un secteur qui finalement est très tech et donc très masculin, et de parler aussi de télétravail, parce que je travaillais beaucoup à l'étranger. Rien à voir avec ma communication aujourd'hui, donc comme quoi c'est que ça évolue avec le temps. Mais en tout cas, au début, de mettre, disons, structuré sur ces différents sujets, ça m'a vachement aidé à pas partir dans tous les sens. Et même si un jour j'avais plus d'idées, de me reposer, de me dire, ok, en fait j'ai trois directions qui étaient du moins à l'époque My Name is Bond et donc l'acquisition sur les réseaux sociaux, ma position en tant que femme dans un secteur très masculin, ou alors le télétravail. Et donc, c'est beaucoup plus facile après de trouver justement des idées. Mais aujourd'hui, tu vois, c'est marrant parce que je suis restée régulière, je poste tous les jours, toujours. En revanche, je suis un petit peu moins organisée. Et je pense que c'est aussi peut-être une part de ma créativité qui arrive en fait à se développer de cette manière-là. C'est que maintenant j'arrive même limite parfois à me dire ok bah j'arrive le matin et j'écris un post comme ça. Je sais que c'est pas la meilleure des stratégies à faire parce que généralement il vaut mieux relire son post à tête reposée, etc. Mais finalement moi c'est une manière de faire qui me convient et qui me plaît, tu vois, parce que j'ai pas envie de percevoir la création la création de contenu comme quelque chose de c'est pas de négatif, mais faut pas que ce soit une tannée, quoi. Faut prendre du plaisir au quotidien. Si tu prends pas de plaisir, tu vas jamais tenir sur la durée. Donc j'ai une organisation qui m'est propre, qui fut un temps était très structurée et qui m'a aidé du coup à me lancer dans ce truc de bah voilà, c'est devenu une habitude. Et maintenant que c'est une habitude, c'est un peu plus déconstruit, mais j'ai toujours cette ligne directrice de me dire ok, moi enfin
quelle est ma position, comment est-ce que j'ai envie que les gens me perçoivent, et en fonction de ça, je vais définir les différents sujets sur lesquels je veux parler. Et, euh, et voilà, donc ça c'est pour la partie LinkedIn. Il en est un peu de même sur la Mais partie avant que tu continues, je veux juste zoomer in sur ce que tu viens de dire parce que c'est hyper important. Euh, tu sais, donc là, présentement, tu peux te permettre d'être un peu plus intuitif dans ton processus créatif parce que justement, tu as mis les efforts initialement, puis initialement, tu avais une stratégie qui te permettait de t'assurer d'être aligné avec tes objectifs d'affaires et ton positionnement que tu souhaitais créer à ce moment-là. Et ça t'a permis de justement pratiquer vraiment beaucoup la création de contenu. Et aujourd'hui, c'est devenu plus une habitude, c'est devenu un peu plus comme un rituel pour toi. Et c'est beaucoup plus simple de le faire. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui oublient la première partie et qui ont comme pas développé ces habitudes-là où ils ont pas nécessairement une clarté par rapport à comment créer un contenu qui est aligné à leur positionnement, à leur mission ou à leur stratégie d'affaires. Donc, je pense que souvent, c'est ça le problème. Et toi, c'est vraiment parfait que tu aies réussi à trouver, dans le fond, ta manière qui te permet de créer de manière récurrente. Puis encore une fois, l'important, c'est vraiment ça, comme tu le mentionnes super bien, c'est que c'est de la création. Donc, si ta création devient un travail ou devient quelque chose que tu dois cocher sur la to-do list, c'est sûr que tu n'arrives pas là avec le même mindset, le même état d'esprit qui te permet d'être créatif puis d'avoir du plaisir à créer. Je pense que ce que tu mentionnais, c'était vraiment important. Donc, vraiment, là, c'est félicitations pour ce processus-là. Puis, pour revenir aussi, tu disais, ton processus, tu dis, est un peu chaotique, ouais, mais je pense que l'étape que tu fais de prendre en note tes idées, c'est l'étape dans ton processus de création de contenu qui est, en guillemets, le plus important. Parce qu'il y a plein de gens qui ont plein d'idées, mais qui capturent jamais. Et après ça, ça fait que ben, quand vient le temps de créer du contenu, quand vient le temps de s'asseoir, c'est là que c'est un peu plus difficile. Même si tu as l'habitude d'avoir plein d'idées, tu prends pas le temps de les capturer, ben ça te rend la tâche plus difficile aussi. et d'autant plus que le cerveau humain est fait de manière un peu étrange, dans le sens où c'est pas parce que tu vas te mettre un créneau tous les matins de 8 heures à 10 heures pour créer du contenu que tu vas être le plus performant ou que tu vas avoir les meilleures idées. Moi, généralement, enfin, tu vois, tous les posts qui ont vraiment buzzé sur LinkedIn, enfin, notamment sur LinkedIn, c'est des posts qui n'étaient pas du tout travaillés, que j'ai écrit en mode, ah, j'ai une idée, j'ai envie de la poster maintenant, et je la postais telle qu'elle était, en fait, dans ma tête. Et je pense que quand tu crées du contenu, il faut laisser place un peu à la spontanéité et à ton envie, encore une fois, parce que, bah, comme je l'ai dit, et je pense qu'on est très alignés là-dessus, c'est un processus créatif, oui, mais et comme dans tout ce qu'on fait de manière générale dans notre vie, il faut que ce soit quelque chose qui nous procure du plaisir. Et à partir du moment où on se met une barrière, généralement une barrière mentale, j'ai envie de dire c'est un peu le début de la fin parce qu'après tu le vois comme une tâche et là tu vas à reculons et du coup ça te freine justement dans ta création de contenu. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'on a des périodes où on est très créatif et d'autres où on l'est beaucoup moins. D'où l'intérêt effectivement de noter toutes ces idées parce que au moins et même d'avancer au-delà de noter toutes ces idées, de commencer un peu à rédiger, à mettre en forme son idée pour que qu'on ait des posts un peu préparés. Euh, Comme ça, je sais pas, même par exemple quand tu es en vacances et que tu as quand même envie d'être actif sur les réseaux sociaux, mais t'as pas envie de te prendre la tête à te dire ok bon bah comment je vais le structurer, comment je vais le mettre en forme, etc. Bah en fait tu as déjà une boîte d'idées de posts qui sont déjà pré-rédigées et que tu as juste à poster. Donc ça te facilite aussi beaucoup la tâche. Puis justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que est-ce que donc je comprends que quand tu as une idée, tu fais pas juste marquer un zeste de l'idée, mais tu mets un peu plus d'éléments qui vont rentrer dans ton post. Est-ce que c'est ça que j'entends dans ce que tu dis? Donc, au-delà de la marquer comme juste comme une idée rapide, tu essaies de prendre un peu plus de temps pour que quand tu t'assois, tu te souviennes vraiment bien de c'était quoi l'idée, puis c'était quoi Mm. l'essence du message au-delà de juste marquer quelque chose de rapide?
En fonction du moment où je vais noter l'idée, tu vois, typiquement la dernière fois, j'étais à un dîner avec des amis, des amis qui étaient pas du tout entrepreneurs, et je me suis dit, on a eu une discussion, il y avait un point hyper intéressant, ça m'a donné une idée de poste. Du coup, j'ai sorti mon téléphone et j'ai noté en une phrase cette idée de poste. J'allais pas commencer à écrire le poste parce que j'étais à un dîner et que voilà, c'était pas trop le mood. En revanche, oui, si je suis toute seule et si je suis dans un mood, je sais pas, mon idée elle est claire, je vois comment je veux structurer le poste, je vais écrire le plus possible la manière dont j'imagine le poste et je reviendrai dessus à un autre jour. Et aussi un autre élément, c'est que moi au début, donc j'avais tout ce processus de création, mais il y avait un autre aspect aussi qui est que euh, tous les lundis matins, ma matinée entière était bloquée pour de la création de contenu. C'est-à-dire que tous les lundis matins, je prenais mes idées, je réfléchissais à ce que j'avais d'autres idées, et en fait, je les mettais en forme pour préparer justement mes différents posts. Et après, ces idées, je les éparpillais tout au long de la semaine en me disant, voilà, ce post, je vais le poster mardi, celui-ci jeudi, etc., etc. Et le jour même, du coup, je revenais sur ce post et j'y apportais toujours quelques petites modifications, ou pas d'ailleurs, mais généralement, j'en apporte un petit peu. Et du coup, ça, je pense que c'est un truc qui est à pas perdre parce que ça permet d'entraîner ton cerveau, de jamais être à court d'idées et de toujours finalement te remettre en question. Hmm. Hmm. Super intéressant. Puis, ben, tu as le fait aussi de justement de le bloquer à ton agenda pour dire, ben, et de le faire le matin. Comme ça, le matin, tu es sûr que t'as pas, t'as la tête fraîche et que t'as un maximum d'idées. Que t'as pas plein de choses qui te sont arrivées qui t'empêchent d'y arriver. Donc, en Exactement. le bloquant tôt le matin, c'est quelque chose qui aide généralement aussi. Si tu prends le temps d'écouter le podcast, c'est la preuve que tu aimes ça apprendre puis que tu peux améliorer ta création de contenu et tes résultats. Mais si je te disais que tu peux aller encore plus en profondeur sur l'optimisation de ton contenu sur certaines plateformes, serais-tu curieux de savoir comment? C'est simple, tu as juste à te rendre sur le site d'Isarta pour consulter les sujets de formation que je donne en lien avec les médias sociaux. TikTok, la publicité Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe la plateforme sur laquelle tu aimerais ça en apprendre davantage, j'ai sûrement une formation sur le sujet. Tu aimerais développer ton propre podcast, j'ai aussi une formation là-dessus. Puis ça, c'est juste mes formations à moi. Il y a une foule d'autres formations données par des experts d'autres domaines, que ce soit en lien avec le marketing numérique ou plein d'autres sujets fascinants qui vont t'aider à propulser ta carrière. Visite formation.isarta.com pour consulter le calendrier des formations et t'assurer de réserver ta place. Merci à Isarta de commanditer le podcast Le Social Show. Je sais pas si c'est comme moi, mais perso, ce qui m'allume le plus en marketing numérique, c'est vraiment l'aspect stratégique et créatif, pas l'aspect technique. C'est vraiment ça qui m'a allumé la première fois que j'ai entendu parler du CMS québécois RubberDuck. Fini les mises à jour et les bugs de plugins. Fini de chercher des développeurs web pour mettre à jour ton site chaque fois que tu veux faire des modifs. Fini de te perdre dans le code pour intégrer tes pixels et tes outils de tracking statistiques. Tu travailles avec des entreprises de services ou des clients qui ont besoin d'un site vitrine qui se montre comme un jeu d'enfant, RubberDuck, c'est la solution parfaite pour toi. Tu as besoin de créer un site bilingue? Pas de problème, tu peux facilement modifier les pages franco et anglo en même temps. En plus de ça, c'est eux qui s'occupent du support si tes clients ont des bugs techniques. Qu'est-ce que tu veux de plus? Un chèque? Imagine-toi donc que RubberDuck offre en plus des ristournes aux professionnels du marketing et aux agences qui développent des sites web pour leurs clients. Visite rubberduck.io/essai pour tester la plateforme gratuitement pendant 14 jours. Un gros merci à l'équipe de RubberDuck de commanditer le podcast. De retour avec notre invité. Tu allais nous parler un peu plus d'Instagram, où est-ce que là, je pense qu'il y a un peu plus de planification, étant donné que sur LinkedIn, on peut tout simplement s'asseoir, Oui. rédiger une publication sans nécessairement avoir obligatoirement un visuel ou une vidéo. Évidemment, sur Instagram, c'est une plateforme où est-ce qu'on n'a pas le choix justement de travailler l'aspect visuel. Donc là, de ce côté-là, est-ce que ton processus est différent un peu? Alors oui, en plus, il a beaucoup évolué. Au début, c'est moi qui gérais toute la création de contenu qu'on a sur Instagram. Alors du coup, c'est directement via le compte de My Name is Bond. J'ai pris le parti pris, moi, de pas utiliser mon compte perso pour faire du personal branding parce qu'en fait, Instagram, j'ai tous mes amis, ma famille dessus et j'ai pas envie de noyer ce cercle-là de mon aventure entrepreneuriale. Je le fais déjà sur LinkedIn et ça me convient et je préfère prendre la parole directement avec le compte de My Name is Band. Donc
comment est-ce que ça s'est passé? Et l'évolution est assez intéressante. C'est qu'au début, comme je te le disais, c'est moi qui ai géré tout le contenu. C'était un peu désordonné, on faisait très peu de vidéos, donc ouais, c'était des posts où on essayait d'apporter un maximum de valeur. Et comment est-ce que je m'organisais à ce moment-là? En fait, je me prenais une journée entière dans le mois où je réfléchissais à tous les posts que je voulais publier pour le mois à venir, et derrière, je les mettais dans un outil de programmation de posts, et donc j'avais tout le contenu qui était du coup programmé pour le mois entier. Donc ça, c'était cool. Et puis finalement, à un moment donné, j'ai tout simplement pris une community manager. J'ai travaillé avec, enfin, on travaille d'ailleurs avec une copine de très très longue date, euh, qui est superbe, et voilà, j'aime beaucoup son travail, et du coup, j'avais envie qu'elle bosse avec nous pour me libérer moi du temps, parce qu'en fait, je me rendais compte que bah voilà, j'avais plus le temps de gérer la communication sur LinkedIn, sur Instagram. Fallait que je gère aussi l'acquisition, les clients. Enfin, en fait, j'avais beaucoup trop de choses à faire. Et donc, je me suis dit, bon, bah, délègue cette partie-là, puisque dans tous les cas, il y a quelqu'un qui est meilleur que toi qui va pouvoir le faire. Ton boulot, c'est pas tant de créer du contenu, c'est plutôt, oui, effectivement, d'apporter de la valeur aux gens, mais aussi bah, de faire tourner ta boîte, et de gérer l'acquisition, etc., etc. Donc j'ai pris cette community manager, et en fait à partir de là, on a un peu mieux structuré la chose. En fait maintenant ce que je fais, c'est que bah, comme je crée du contenu quotidiennement sur LinkedIn, elle a déjà beaucoup d'idées de posts qu'elle peut réutiliser sur Instagram, mais qu'elle va réadapter bien évidemment, parce que comme tu l'as dit, sur LinkedIn, moi je fais beaucoup des textes, tu vois, sans photo, je fais pas de carrousel, etc. Ça me prend du temps, j'aime pas trop, et encore une fois, voilà, je fais ce qui, moi, me simplifie la vie, et surtout ce qui me fait plaisir au quotidien. Et donc, elle reprend des posts que je fais, et elle les adapte, elle en fait des beaux carousels. En fait, ouais, elle adapte tout simplement ma communication LinkedIn à Instagram. Et en parallèle, euh, on a intégré le format vidéo, parce que sur Instagram, bah forcément, c'est le format qui fonctionne le mieux, le format réel. Et du coup, là, ce que je fais, pareil, je gagne du temps. En fait, je réfléchis, je travaille sur je sais pas, les 30, 100 vidéos que je veux faire. Je réfléchis à tous les scripts, etc. Je tourne les 30 à 100 vidéos. Ces vidéos-là, je les envoie à un monteur qui va me les monter pour que ça rende la vidéo un peu dynamique. Et derrière, j'ai un drive où je mets toutes les vidéos qui sont finalisées pour que ma community manager puisse du coup les piocher et les sortir quand elle le souhaite. Wow! Donc, de ce que je comprends, tu travailles vraiment beaucoup en batch work. Donc, tu disais comme une fois par mois, tu prends une journée complète pour être un peu plus en mode de rédaction des idées de contenu. Puis, tu captes toutes tes vidéos pas mal la même journée, une après l'autre, c'est ça? Ouais, exactement. Et comment ça se passe? Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui déjà créent une vidéo, leur demandent vraiment beaucoup d'énergie et de temps à penser au scénario, penser aux différents plans, etc., etc. Donc, toi, comment tu fais justement pour t'assurer que cette journée-là, ça se passe bien, de batcher ton contenu en une journée seulement? Puis s'assurer qu'à la fin de la journée, ben, tu as exécuté assez pour être en mesure d'avoir assez de contenu pour le mois à venir. Bah, en fait, j'ai un peu comme sur LinkedIn, j'ai un peu je fais ouais, par phase, disons. C'est-à-dire que là, par exemple, je sais que pendant 4 semaines encore, je suis tranquille parce que j'ai déjà des vidéos qui ont été tournées. Donc là, pendant ces 4 semaines, je réfléchis au contenu. Donc, tu vois, là, à partir de janvier, je vais me lancer un défi. Je vais publier une vidéo par jour pendant 100 jours. Donc là, il me faut 100 vidéos. Donc là, je suis en train de réfléchir à tous les sujets de vidéos que je veux faire. Alors, bien évidemment, c'est pas aussi facile que ça. Je vais pas juste me bloquer une journée et me dire, OK, à la fin de la journée, j'ai mes 100 vidéos. Je pourrais le faire, mais ça me mettrait dans une situation inconfortable, et je pense qu'à la fin de la journée, je serais dégoûtée par ce contenu, et j'ai pas envie d'être dégoûtée. Donc, ce que je fais, c'est que je me mets des petites plages de temps en temps. Là, tu vois, un peu, encore une fois, j'ai le temps parce que j'ai déjà fait auparavant la chose. Mais mon objectif, c'est là, à la fin de l'année, il faut que j'ai mes 100 scripts de vidéos, et première semaine de janvier, je tourne mes 100 vidéos. Euh, donc, réfléchir aux idées, ça se travaille, ça se réfléchit, etc. Donc, c'est fait sur plusieurs journées, disons. En revanche, la partie où tu filmes,
Bah ça, ouais, faut être en forme. Faut être en forme parce que ça prend de l'énergie. Parfois, ça m'est déjà arrivé de me dire, bah voilà, là j'ai un créneau, je me suis bloquée une après-midi pour tourner une vidéo et en fait je me rends compte que je suis pas du tout dans les bonnes vibes, je suis fatiguée, en plus j'ai d'autres choses à gérer, etc. Bah c'est pas grave. La vidéo c'est trop important. Ton énergie, elle est communiquée très facilement en vidéo. Donc tu ne peux pas te permettre, enfin après c'est mon avis, tu peux pas te permettre de faire une vidéo moyenne, sachant que c'est une vidéo qui va rester sur du long terme. Donc comme tout se base essentiellement sur l'énergie et aussi bien évidemment sur le contenu que tu vas communiquer, bah faut que ton énergie elle soit au top. Donc voilà, tu réfléchis. Bien sûr, tu vas pas tourner un samedi matin si tu sais que la veille t'es sorti, par exemple. Enfin, il y a des petits trucs comme ça. T'essayes de choisir le bon moment. Mais après, une fois que c'est tourné, oui, il se peut que même si initialement tu prévois une journée de tournage, en fait, tu as besoin de faire sur 2 journées, bah c'est pas grave. En fait, je pense qu'il faut aussi ne pas être trop dur envers soi-même et accepter qu'il y a des imprévus tout simplement. Puis, tu sais, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que tantôt, tu as dit, ah, ben, tu sais, sur LinkedIn, je me casse pas la tête. Je vais vraiment avec de la création de contenu rédigé parce que pour toi, créer du contenu un peu visuel, comme des carousels, quoi que ce soit, c'est un peu plus difficile, ça te prend un peu plus la tête, donc ça, tu le mets un peu plus de côté. Et tu viens de dire un peu quelque chose de similaire en disant, bon, ben, tu sais, les journées que tu sens que tu n'as pas l'énergie, ben, tu passes à autre chose et tu te bloques un autre moment plus tard là, pour vraiment t'assurer que tu as l'énergie nécessaire pour capter ton contenu. Donc, tu es quand même à l'écoute de toi-même pour te permettre de vraiment créer du contenu qui va, euh, qui va être plaisant pour toi à créer. Complètement. Bah, il faut, hein. Ouais, ouais, mais c'est super important parce que il y a beaucoup de gens qui oublient cet aspect-là parce que la création de contenu devient justement une tâche et une problématique. Donc, est-ce qu'il t'arrive des fois d'avoir le syndrome de la page blanche ou, étant donné que tu penses souvent d'avance, tu as beaucoup de contenu d'avance, ça va bien. Est-ce que quand tu planifies ta journée ou est-ce que tu es quand même un peu plus en mode comme OK, je vais essayer de sortir toutes les idées? Est-ce que tu as des moments où est-ce que c'est un peu plus difficile de trouver les idées de contenu? Oui, il y a des moments où je suis pas du tout dans le mood, j'ai pas envie de réfléchir à ça, j'ai même plus envie d'écrire, enfin de créer du contenu. Ça m'arrive, c'est des périodes. Je pense que le cerveau a aussi besoin de se reposer. Voilà, on dit qu'on a besoin de vacances, bah je pense que le cerveau aussi a besoin de se reposer de temps à autre. En revanche, c'est vrai qu'avec mon mode de fonctionnement et avec cette boîte à idées que j'ai constamment, ben en fait, j'ai 400 idées de posts qui n'attendent qu'à être publiées. C'est juste que, bon, avec le recul, il y a des choses, bah, c'est pas le bon moment ou finalement, après coup, je me rends compte que j'ai pas envie de le partager, etc. Mais je les garde parce que je me dis que le jour où vraiment je suis à court d'idées, je sais pas quoi poster, j'ai juste à regarder ces idées. Et même si c'est pas cette idée que je vais utiliser, bah, cette idée va me faire penser à une autre idée qui va être la bonne idée, ou en tout cas l'idée que je vais avoir envie de développer le jour J. Donc, tu es capable de faire de la rédaction, tu es capable de te mettre de l'avant dans la création de contenu vidéo pour les Reels. Ce serait quoi ton plus grand défi quand vient le temps de créer du contenu? Mon défi le plus récent que je vais me lancer, j'ai pas encore officiellement communiqué dessus, mais j'en ai déjà parlé autour de moi à mes associés, à d'autres personnes qui sont entrepreneurs pour les embarquer avec moi dans ce challenge, c'est de faire une vidéo par jour pendant 100 jours. Donc avoir du contenu full vidéo parce que je pense que le format vidéo est vraiment le format qui permet de faire la différence, en fait, sur plusieurs aspects, parce que bah déjà, tu vois l'énergie de la personne. Je pense que tu t'attaches aussi plus facilement aux personnages, aux gens, etc. Et en fonction de comment est-ce que tu fonctionnes, eh bien, euh, moi par exemple, je sais que je comprends plus facilement quand je regarde en vidéo que quand je lis quelque chose. Il y a des éléments qui sont trop complexes, je vais pas avoir envie de lire, etc. Ou alors je vais lire entre les lignes, du coup je vais pas être concentrée, voilà, l'information elle va être oubliée. Alors que le format vidéo, je trouve que c'est un format qui est euh, alors oui, il demande plus de travail parce que t'as le script, donc t'as ce que tu dis, il y a aussi comment tu le tournes, il y a comment tu fais ton montage pour que la personne elle soit captivée jusqu'au bout. Alors que quand tu écris un post, entre guillemets, c'est que de l'écriture.
Là, il y a un autre aspect, je trouve qu'il y a un aspect un petit peu plus créatif. Donc ouais, moi je dirais là pour l'année 2024, c'est accentuer davantage la partie création de contenu vidéo. Et d'ailleurs là, on parle beaucoup d'Instagram, mais il y a aussi la partie YouTube qui est quelque chose que j'ai développé aussi, je crois 3 mois après m'être lancée quotidiennement sur LinkedIn. J'ai dit ok, maintenant un nouveau défi, on va lancer une chaîne YouTube. J'avais hyper peur, voilà, je suis pas du tout à l'aise avec ce format-là, mais je sais pas, je trouve que sortir de sa zone de confort c'est nécessaire. Et puis bon, je suis la première à travailler dans les réseaux sociaux et à dire à mes clients de le faire. Donc encore une fois, c'est bête de pas appliquer ses propres conseils à soi-même. D'autant plus que YouTube est pour le coup un investissement sur du long terme. Une vidéo YouTube, tu la postes aujourd'hui, ou même pas. Voilà, j'ai posté par exemple une de mes premières vidéos YouTube, continue aujourd'hui à nous ramener des leads qui sont ultra qualifiés. Et enfin, faut vraiment garder ça en tête. Il y a très peu de personnes qui se lancent sur YouTube et qui sont freinées parce que bah voilà, forcément ça demande beaucoup de travail. On a peur d'une certaine manière, je pense, parce que c'est aussi son image, etc., etc. Mais il faut vraiment réfléchir à pourquoi est-ce que vous le faites, quel est votre objectif et comment vous avez envie de le tourner. Et tu vois, moi, je poste pas énormément de vidéos. J'ai pas une chaîne qui est suivie par des milliers de personnes et j'ai pas vocation à être suivie par des milliers de personnes. Moi, je le fais pour montrer aux gens que on est des gens sérieux, que je sais de quoi je parle, que j'aime le sujet sur lequel je suis et qu'en fait, je suis la meilleure personne qui puisse répondre à votre besoin si jamais j'y réponds déjà en vidéo. Donc, c'est déjà une première étape. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec My Name is Bond, on s'en rend compte. Il y a, je pense, 15% de nos leads qui viennent de YouTube. Et YouTube, comme j'ai dit, là, ça fait quasiment 1 an, j'ai pas publié de vidéo. Alors, je publie mes podcasts avec mes invités, mais du coup, je parle pas de moi. Donc, c'est différent. Donc, voilà, il y a des vidéos qui tournent en continu. J'ai une vidéo qui fait actuellement, qui a fait 20 000 vues et qui nous ramène des leads au quotidien. Enfin, c'est génial, en fait. Et je pense que quand tu crées du contenu sur les réseaux sociaux, il faut vraiment réfléchir à cet aspect de temporalité que tu as. Tu vois, par exemple, sur Instagram, aujourd'hui, c'est pas la meilleure, c'est pas la meilleure plateforme si tu veux mettre en place une stratégie sur du long terme. Ce que j'entends par là, c'est que tu as un compte Instagram, tu as une grosse communauté, c'est bien. Si demain tu arrêtes de créer du contenu, il n'y a plus rien qui tourne. Alors que sur YouTube, si tu arrêtes de créer du contenu, c'est pas grave. Ta vidéo, elle va continuer à être référencée comme des articles que tu mettrais par exemple sur ton site internet. Et sur LinkedIn, c'est un peu la même chose que sur Instagram. Tu vois, ils ont pas du tout développé cette partie référencement. Ils sont en train un peu de le mettre en place. Maintenant, quand tu tapes des recherches, etc., tu peux tomber sur des posts. Donc là, il y a un truc qui est en train de se passer. Mais initialement, c'était pas le cas. Donc, sur Instagram, sur LinkedIn et sur YouTube, c'est 3 stratégies de contenu complètement différentes de ce que je comprends. Oui. Et de ce que j'ai compris, sur YouTube, vous êtes un peu plus axé peut-être sur le SEO et créer du contenu vidéo qui risque d'avoir un bon référencement SEO, donc peut-être qui sont basés un peu plus sur des questions, si je comprends bien, ou Ouais, c'est ça. En fait, tu vois, sur YouTube, pour le coup, moi, au début, je savais pas trop ce que je voulais faire. J'avais un peu envie de raconter l'histoire de My Name is Bond. J'avais envie de faire aussi des vidéos qui ramènent du lead. En fait, j'avais envie de parler plein de choses. Et du coup, j'ai parlé un peu de plein de choses. Et je me suis dit, écoute, tu verras en fonction de ce qui t'anime le plus et ce qui te rapporte le plus en fonction de tes objectifs, etc. Donc, aujourd'hui, en l'état des choses actuellement, je poste plus, donc c'est juste, je partage les vidéos de mes podcasts. Mais tu vois, pour 2024, je veux repartir sur une vidéo publiée par mois. Alors c'est pas énorme, mais si elle est bien référencée, effectivement, ça peut être intéressant. Et moi, j'ai 2-3 vidéos qui performent très très bien sur YouTube, même des leads encore hier. Je me demande comment vous nous avez connus. J'ai vu votre vidéo sur les 4 outils d'automatisation sur Instagram. Ouais, parce que les gens se posent des questions. Et sur YouTube, une bonne stratégie, c'est effectivement de répondre aux questions des gens. Donc moi, l'avantage que j'ai, c'est que pendant 2 ans et demi, j'ai géré toute l'acquisition de My Name is Bond. C'est moi qui faisais les calls avec les clients, etc., etc. Donc, au final, je savais la problématique que les gens rencontraient. Donc, c'est aussi plus facile pour créer du contenu parce que tu sais que tout ce que tu dis en call, déjà, tu peux en faire du contenu. Parce que tu te répètes beaucoup, tu vois, tous les concepts que je t'ai expliqués par rapport au fait de, voilà, si tu veux être visible sur les réseaux sociaux, tu as 3 manières, etc., etc.
Ça, c'est quelque chose que je répète. Comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour te scaler, toi? Bah, faire des vidéos. Parce qu'une vidéo, tu le dis une fois. Ce que tu as dit une fois, il peut être vu par des milliers de personnes. Tellement vrai. Euh, Puis, comment tu fais, dans le fond, pour t'assurer, quand tu crées tes contenus vidéo sur YouTube, tu sais qu'il y a des contenus qui sont un peu plus axés sur le lead generation. Le lead generation, c'est vraiment une de vos expertises chez My Ouais. Name is Bond. Donc, comment on fait pour s'assurer de créer du contenu qui convertit, qui génère de nouveaux leads? Mmh. Bah, du coup, faut avoir une stratégie de contenu qui est quand même bien définie, savoir de quoi on parle, comment est-ce qu'on veut être perçu. Ça, c'est un très bon point. Il y a une très bonne question. Tu vois, est-ce que tu es l'expert en crypto? Est-ce que tu es... Enfin voilà, faut vraiment que tu aies un sujet et que les gens sachent comment t'identifier. Et ensuite, comment faire pour bah, générer des leads. Déjà, ça part aussi beaucoup du contenu. Tu vois, un truc un peu bateau, mais sous chacun de tes contenus, il faut qu'il y ait un call to action. Donc voilà, les rediriger vers ta newsletter, vers le fait de prendre un rendez-vous avec toi, le fait de répondre à une question. Enfin voilà, toujours qu'il y ait une action à la fin pour engager ta communauté, mais aussi pour voilà créer un peu un effet d'effervescence, disons. Et après, comment est-ce que tu fais pour faire de tes réseaux une generation? En fait, il faut que tu ailles toi aussi chercher les gens qui pourraient être intéressés par ton contenu. Parce que, comme je te l'ai dit, tu as la partie organique. C'est bien, hein, et les réseaux sont faits pour ça. Mais faut qu'on se rende aussi à l'évidence. On est de plus en plus nombreux sur Terre. Tout le monde dit de faire de la communication, donc tout le monde communique. Donc il y a de plus en plus de gens qui prennent la parole. C'est génial, hein, du coup, ça fait qu'il y a de tout pour tout le monde, mais il y a aussi beaucoup plus de concurrence. Donc, on se démarque beaucoup plus difficilement par rapport aux années précédentes. Donc, aujourd'hui, pour développer rapidement ta communauté, développer ta visibilité, etc., il faut toi aussi que tu mettes en place des actions pour te donner de la visibilité, en plus de juste ton contenu. En fait, il faut être proactif. Nous, tu vois, ce que j'ai fait moi très très longtemps à la main et ce qu'on met en place pour nos clients, c'est du coup d'aller chercher du lead qualifié sur les plateformes pour toi, via des interactions comme je te disais. Donc là, par exemple, on a par exemple notre compte Instagram My Name is Bond. Nous, notre objectif, c'est d'aller chercher des créateurs de contenu, des entrepreneurs, des influenceurs, etc., pour les aider justement dans leur développement de communauté. Et ben, avec le compte de My Name is Bond, on va interagir auprès de communautés qui sont déjà existantes et qui sont susceptibles d'être intéressées par ce qu'on propose. Donc, tu vois, par exemple, on accompagne beaucoup de startups. On va aller cibler tous les incubateurs de France et même à l'étranger, parce qu'on travaille aussi avec le monde. Et on va interagir avec leur communauté. Comme ça, on leur dit, c'est un peu comme si tu disais, hey, coucou, je suis là. Et si eux, forcément, ils vont te voir, donc ils vont regarder ton contenu. Et si ton contenu est intéressant, ils vont s'abonner à toi. Si ton contenu, il est, comment dirais-je, il est engageant, ils vont engager avec toi. Et à la fin, ils vont t'envoyer un message. Mais Francis, ok, moi j'ai des problèmes aujourd'hui, j'ai besoin que tu m'aides dans ma création de contenu. Bah voilà, t'as un lead. T'as un lead qui est chaud, que tu vas convertir très facilement. C'est ça, en fait, la puissance des réseaux sociaux. T'as du contenu qui vient montrer ton expertise, où tu montres que, voilà, t'es expert de ton sujet, que tu sais de quoi tu parles. Et en parallèle, tu mets en place des actions pour te donner plus de visibilité que ce que ton contenu lui-même ne t'apporte déjà. Quelle manière vous utilisez pour vraiment faire cette recherche-là pour être en mesure d'aller trouver les bonnes communautés, les bons comptes avec lesquels interagir? Alors, on a une partie qui est un peu automatisée où on utilise l'intelligence artificielle. Après, la grosse partie, elle est gérée par nos équipes, donc c'est quelqu'un qui travaille dessus. En fait, si tu veux, nous, dans notre process, si tu veux devenir client, tu es obligé de passer par un appel avec notre équipe. Dans cet appel, on définit bien voilà ta cible, c'est quoi ton positionnement, etc. On essaye d'avoir le maximum d'informations pour vraiment comprendre, toi, Francis, qu'est-ce qui te différencie des autres et à qui est-ce que tu t'adresses réellement. Et à partir de tous ces éléments, nous, on va faire des recherches sur, ok, par exemple, ta cible, c'est les gens qui sont en reconversion, c'est les gens qui se lancent tout juste dans la création de contenu. Ah, mais en fait, on se rend compte que tu as aussi des community managers. Ok, à partir de là, on va dire, ces cibles-là, c'est quoi leur centre d'intérêt et dans quel genre de communauté on peut facilement les retrouver. Euh, bah, euh,
tous les créateurs de contenu qui parlent de création de contenu sur les réseaux, ça va être intéressant. Des comptes qui parlent de reconversion, généralement c'est des gens qui sont en phase ou qui sont déjà en train de changer de métier, etc., etc. Vraiment, on définit toute la stratégie de cette manière et on liste les communautés et donc les comptes qui nous paraissent être intéressants pour justement toi te donner de la visibilité. Et derrière, toi, tu le valides. Et une fois que c'est validé, là, nous, on fait les actions pour justement développer ta visibilité. Très cool. Donc, ça passe pas tant par les hashtags ou les engins de recherche. C'est vraiment un peu plus stratégique Ouais, c'est en plus amont. stratégique. Mm. Et par la suite, le reste se fait avec des outils d'automatisation. Côté outils d'automatisation, il y a des limites d'action qu'on peut prendre, quoi que ce soit. Comment ça vous faites pour gérer ça, pour s'assurer que le compte respecte les bonnes pratiques? Ouais, ça c'est une très bonne question. En fait, aujourd'hui, quand tu fais de l'automatisation de manière générale sur les réseaux sociaux, peu importe la plateforme, effectivement, t'as quand même des règles à respecter. En fait, déjà, le premier point, c'est de pas y aller comme un bourrin. C'est-à-dire que tu as un quota d'action qui est autorisé. Au-delà de ce quota d'action, si tu le dépasses, forcément, c'est comme si tu envoyais des red flags, tu vois, à la plateforme. Donc, après, la red flag, elle va te regarder. Enfin, la plateforme, elle va te regarder. Et si tu vas au-delà de ce qui est autorisé, forcément, tu vas te faire bannir. Donc, tu as un premier aspect qui est le quota d'action. Et d'ailleurs, le quota d'action, faut bien garder en tête que déjà, en fonction des plateformes, il va être différent, mais au-delà de ça, c'est que tu as des mises à jour tout le temps. Et que les mises à jour, elles changent le quota d'action qui est autorisé de manière quotidienne. Tu vois, avant, sur Instagram, tu pouvais faire des milliers d'actions par jour sans aucun problème. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe. Il y en a beaucoup moins. D'où l'importance d'avoir une vraie stratégie et de réfléchir à quelle communauté vraiment pertinente on peut aller cibler. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, il y a un autre aspect, quand tu fais de l'automatisation, c'est la manière dont l'automatisation est faite. Et c'est pour ça que tous les outils, les SaaS, etc., moi, je suis hyper méfiante et j'essaye de vraiment comprendre comment est-ce qu'ils font cette automatisation, parce que pour peu qu'elle soit, entre guillemets, mal faite ou en tout cas pas sécurisée, t'envoies un red flag très rapide à Instagram. Tu vois, par exemple, nous, on a pas mal de personnes qui nous contactent parce que ils veulent qu'on récupère leur compte Instagram qu'ils ont perdu. C'est des gens qu'on connaît pas. Hein. Et à chaque fois, il y a un outil en particulier qui te permet de dire qui s'est désabonné de ton compte, etc., qui fait sauter leur compte. Parce que la manière dont ils vont se connecter est pas une manière, disons, légale, ou en tout cas, c'est une manière trop pirate qui fait que Instagram le voit et se dit « Oh, ça on n'aime pas, on bloque ». Mm. Et nous, dans notre manière de faire, tu vois, on utilise des proxys, on utilise des clés 4G. En fait, on imite vraiment le comportement humain de telle sorte qu'Instagram soit même pas en mesure de savoir que c'est fait de manière automatique. Et c'est ça tout l'importance et le challenge de l'automatisation aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Super important ce que tu mentionnes parce qu'effectivement, que c'est là où souvent on voit les gens qui veulent acheter des abonnés ou qui vont utiliser des outils comme ça automatisés, puis que là, ça peut vraiment avoir un impact négatif sur leur compte. Donc, vous, c'est une méthodologie qui est complètement différente que vous utilisez. C'est quoi la différence, en fait, entre ce que tu proposes puis l'achat de nouveaux abonnés, mettons? Alors, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'achat d'abonnés, c'est t'achètes un certain nombre d'abonnés, tu les reçois sur ton compte. Généralement, c'est des comptes qui sont pourris, qui c'est des faux comptes. Et comme ce sont des faux comptes, Instagram fait un grand nettoyage très régulièrement des comptes qu'ils ont. Et du coup, tu perds des abonnés en continu. Admettons, tu commandes 1000 abonnés. En fait, tu vas avoir tes 1000 abonnés le jour J où tu les auras commandés, t'es content. Et après, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, tu vas être en décroissance parce que tu es tout le temps en train de perdre ces fameux abonnés que tu t'es achetés. Donc moi, je suis ultra contre ça. Je l'ai jamais fait. Tu vois, nous, notre compte Instagram, on va bientôt atteindre les 10 000 abonnés. C'est 10 000 abonnés, mais gagnés de manière complètement organique avec les stratégies que je t'ai présentées. On n'a jamais fait d'achat d'abonnés. En fait, s'acheter des abonnés, c'est vraiment comme si tu essayais de montrer aux autres quelque chose que tu n'étais pas. C'est fake, en fait. Donc, oui, ça va rassurer potentiellement, mais en fait, derrière, quand tu fais de l'achat d'abonnés, ton taux d'engagement, il est mauvais. Donc, tu penses bien que la différence entre ta communauté versus l'engagement que tu as,
la différence, elle est flagrante. Donc voilà, en plus, d'autant plus que maintenant, tu as des outils qui te permettent d'analyser les communautés. Ça, c'était des outils qui étaient essentiellement développés pour les communautés d'influenceurs quand ils veulent faire des partenariats, etc. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui l'utilisent pour analyser les communautés des boîtes business. Donc pour moi, l'achat d'abonnés, c'est un gros non. Et nous, ce qu'on fait, on crée de l'interaction. En fait, on te rend tout simplement visible auprès de gens qui seraient susceptibles d'être intéressés. Et ces personnes-là, si elles sont intéressées par ton contenu, elles vont s'abonner. Donc, c'est mieux qu'un jeu concours, c'est mieux que de la publicité parce qu'on leur promet rien. On est juste là. C'est comme si tu es à une soirée et on dit coucou. Voilà, on a juste dit coucou. Et si la personne te trouve intéressante, si la personne te trouve jolie ou quoi que ce soit, elle va aller un petit peu plus dans la discussion. Bah là, sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Et justement, ben, comment on fait pour transformer une interaction avec un compte en un abonné? Il doit y avoir des meilleures pratiques que vous accompagnez vos clients pour s'assurer que quand les gens vont tomber sur les comptes de médias sociaux, qu'ils convertissent justement en abonnés pour qu'après ça, ils puissent consommer du contenu et convertir comme un vrai lead. Ce serait quoi tes recommandations pour optimiser un profil, pour s'assurer justement que quand quelqu'un découvre notre profil, s'abonne à notre compte? Mm. Bah, tu vois, nous, une stratégie qui marche super bien, c'est le mass like de story. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder des stories, on va liker certaines stories pour que la personne reçoive une notification comme quoi justement tu as liké sa story. Ça marche super bien parce que ça crée de l'interaction. Mais après, encore une fois, tu peux pas garantir que la personne, elle va s'abonner à ton compte parce que si ton contenu, il est pas bon, les gens vont forcément pas s'abonner. Mais si ton contenu, il est excellent, qui plaît, etc., bah là, oui, il y a un intérêt et les gens vont s'abonner. Donc, je dirais que la bonne pratique, en vrai de vrai, c'est d'avoir vraiment du contenu de qualité qui intéresse. Mais après, dans l'interaction, de toute façon, en fonction de qui tu vas cibler, tu vas avoir des interactions qui vont être diverses et variées. Là, je t'ai parlé des interactions en story. Moi, c'est la stratégie que j'adore. En revanche, tu vois, si toi, tu as une cible qui est un peu plus âgée, etc., qui est une cible qui est potentiellement moins active sur Instagram, quand je dis active, c'est active en termes de contenu, bah, c'est pas une stratégie qui va aller. Et auquel cas, tu vois, il faudra plus aller t'abonner à des comptes, liker des posts, etc. Et après, tu peux faire un peu plus de rentre dedans avec notamment en envoyant des DM, tu vois, pour inciter les gens à venir s'abonner à ta page. Mais il faut vraiment faire attention à ce que ton message ne soit pas perçu de manière purement commerciale. Parce que les gens, encore une fois, ils sont sur les réseaux sociaux. Et sur un réseau social, tu as le mot social. Et les gens sont là pour le social, ils sont là pour interagir avec toi, ils sont là pour se sentir bien avec toi, pas pour que tu leur vendes absolument quelque chose. Oui, potentiellement, in fine, ça va être ton objectif. Mais avant ça, tu dois apporter de la valeur. Tu dois faire sentir l'autre bien chez toi. Enfin, quand je dis chez toi, du coup, sur ton compte Instagram. Sur un profil ou sur un compte Instagram, qu'est-ce qui fait que la personne va s'abonner, va convertir sur le compte? Selon toi, est-ce qu'il y a des éléments qu'on devrait s'assurer d'inclure comme des stories à la une ou Alors déjà, une bio bien travaillée. La bio, faut qu'on comprenne très facilement ce que tu fais. Un lien externe qui potentiellement renvoie vers ton site internet pour, encore une fois, si on veut aller plus loin dans la compréhension de ce que tu fais, bah, ce soit fluide, clair, net et précis. Et un autre aspect, bah, en fait, deux choses. Tu as la partie story et la partie stories à la une. Quand tu as des stories, ça prouve que le compte, il est actif. Et du coup, forcément, un compte actif, tu as davantage envie de t'abonner tout simplement. Et l'aspect story à la une, c'est pas mal parce que, en fait, ça permet de mettre en avant certains messages et donc d'organiser finalement ta communication. Donc ça, hyper important. Et après, bah, classique, mais montrer que tu es régulier sur la plateforme. Donc, par exemple, faut pas que ton dernier post, il date d'il y a 3 mois. excellent. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé discuter qu'on n'a pas abordées? Peut-être un dernier point que j'ajouterais, c'est que euh, automatiser l'interaction, c'est pas casser les interactions humaines ou quoi que ce soit. Bien au contraire, c'est vous faire gagner du temps sur cette première interaction qui est juste, comme je vous le disais, un coucou. Et vous, derrière, vous devez faire le travail de conversion qui est à savoir, une fois que la personne s'est abonnée à votre page, bah, comment est-ce que vous allez interagir avec elle, comment est-ce que vous allez chercher ses besoins, etc. Vraiment, c'est se dégager du temps sur des actions qui sont très chronophages
pour vous focaliser sur là où vous allez vraiment faire la différence, à savoir sur l'échange humain. Oui, c'est un aspect vraiment important que tu mentionnes. Donc, c'est pas parce qu'on automatise cette portion-là d'interaction, de découvrabilité, que par la suite, tout le reste doit être automatisé. On voit de plus en plus de gens qui utilisent des outils, qui utilisent l'appel à l'action, commente tel mot-clé, pour qu'on t'envoie un code ou un lien en message privé. Est-ce que donc ces automatisations-là avec des outils comme ManyChat pour des robots automatisés pour la messagerie, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle tendance-là présentement qu'on voit beaucoup sur Instagram? Moi, je valide beaucoup ce mode de fonctionnement parce que ça pousse les gens à interagir avec le contenu, donc ça augmente l'engagement, donc la portée de votre post. Le fait de l'automatiser, je pense que en fait, en réalité, au début, si vous n'avez pas une communauté qui est très développée, ça sert à rien de l'automatiser. Faites-le un peu à la mano, donc à la main de votre côté. Et une fois que vous avez bien compris le process, etc., comment les gens interagissent vraiment, est-ce qu'il n'y a pas des petits hicks parfois, je sais pas, vous allez dire envoie DM, mais en fait c'est DM en majuscule et il y en a qui vont écrire en minuscule. En fait, voilà, faut comprendre tous les petits aspects avant de pouvoir l'automatiser. Mais à partir du moment où vous voyez que ça marche et que ça vous prend un certain temps, tant que vous pourriez allouer sur autre chose, ben là, oui, automatisez-le. Mais non, moi, je suis fan de ce genre de concept. Encore une fois, je suis pour l'interaction humaine, mais l'interaction humaine où on fait vraiment la différence. Quelqu'un qui te répond juste DM pour que derrière, tu lui envoies le lien de ton e-book ou quoi que ce soit, littéralement, tu n'as aucune valeur ajoutée. Toute ta valeur ajoutée, elle est dans ton e-book. Mais bon, c'est pas sur le fait de l'envoyer que ça va faire la différence. Ça va être sur la réponse après, si la personne te répond, dit hey, le e-book était vraiment bien, il m'a vraiment aidé ou quoi que ce soit, c'est là que la réponse humaine prend toute sa valeur. Exactement. On rentre dans la petite section des questions éclairs. Si je te posais la question, c'est quoi ta plateforme préférée à toi personnellement, Marion? Instagram. Instagram. Est-ce que tu as un outil en particulier ou une application qui est essentielle dans ton workflow au quotidien pour ta création de contenu? Pour la création de contenu, bah du coup, Notion. En vrai, Notion et My Name is Bond qu'on utilise sur tous nos réseaux sociaux qui sont essentiels. Un pour justement l'aspect, voilà, je pose sur papier mes idées et l'autre pour l'aspect acquisition. Puis présentement, ce serait qui ton ou ta créatrice de contenu préférée? J'en ai pas. J'en ai pas parce que j'aime bien certaines choses chez pas mal de personnes, mais je prends un petit peu de tout le monde. Je suis plusieurs créateurs de contenu. Il y en a que j'admire pour certaines choses, d'autres pour d'autres, mais j'ai pas, comment dire, je suis pas fan d'une personne en particulier. Voilà. Ouais, je te comprends tout à fait. Puis, en terminant, est-ce que tu as un endroit où est-ce que tu veux diriger les gens qui aimeraient en apprendre un peu plus sur toi ou sur My Name is Bond? Bah, essentiellement sur LinkedIn, du coup, Marion Carnero. Et sinon, vous pouvez suivre effectivement le compte Instagram de My Name is Bone où on partage pas mal de tips, pour le coup, qui sont orientés que sur Instagram. Super, Marion. Merci beaucoup pour ton temps précieux et pour tous tes conseils avec beaucoup de valeur et surtout sur ta manière de créer du contenu qui est très authentique, qui est très vrai, qui te ressemble à toi. Je pense que tu avais des messages vraiment clés que les gens devraient s'approprier. Merci pour l'invitation, Francis. Merci d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode au complet. J'espère que tu as appris plein de choses. Si oui, n'hésite pas à partager avec un ami ou un collègue qui est dans l'industrie de la création de contenu, des médias sociaux, des coms, du marketing. Et un merci particulier à Isarta, toute la belle équipe d'Isarta qui propulse le podcast, mais avec qui aussi j'offre plein de formations. Si tu veux en savoir plus sur toutes les formations que j'offre en lien avec les médias sociaux, la création de contenu, la publicité en ligne, n'hésite pas à aller visiter le site web isarta.ca. Une autre chose qui pourrait t'aider, c'est de découvrir toutes les manières que je peux t'accompagner. Donc, j'offre l'accompagnement personnalisé, du coaching, des consultations éclairs et finalement, je t'invite à visiter mon site web pour
pour savoir un peu plus sur la machine à contenu, qui est un outil que j'ai développé pour t'aider avec ta création de contenu de manière stratégique, planifiée, structurée. Dans la machine à contenu, tu as une boîte à idées, tu as une section pour t'inspirer, tu as une section pour planifier ton calendrier de contenu, des listes de best practices pour chacun des formats de contenu. Va voir la machine à contenu sur mon site web, francisjeté.ca. Je ne retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup, puis on se dit au prochain épisode. Ciao!